Bienvenue dans Expat et compagnie, le podcast qui explore les histoires de ceux qui ont choisi de quitter leur pays d'origine pour partir à la découverte du monde et vivre de nouvelles aventures. À travers des témoignages uniques, ce podcast vous emmène au cœur de l'expatriation. Bonne écoute! Aujourd'hui, on part en direction de la Suède, ce grand pays d'Europe du Nord connu pour ses immenses forêts, ses milliers de lacs et son climat nordique. Membre de la Scandinavie, la Suède partage ses frontières avec la Norvège et la Finlande. Elle s'étend jusqu'à la mer Baltique. C'est le pays originaire d'IKEA, d'ABBA, des innovations technologiques, mais aussi l'un des États les plus avancés en matière de qualité de vie, d'égalité et de développement durable. Avec ses villes modernes comme Stockholm et ses espaces naturels préservés, la Suède attire chaque année de nombreux expatriés. Et aujourd'hui, on a la chance d'en accueillir une pour découvrir ce quotidien de l'intérieur. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, et toi? Ça va super, je suis ravie de pouvoir compléter ce palmarès des pays scandinaves dans le podcast. Après la Finlande et la Norvège, voici la Suède. Est-ce que tu peux, en introduction, te présenter à nos auditeurs en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je viens d'avoir 32 ans et j'ai déménagé en Suède il y a 4 ans et demi. Je travaille actuellement en hôtellerie-restauration, assistante, on va dire, puisque je touche un peu à tout. Très bien. Quand tu es arrivée en Suède, quels étaient les clichés que tu avais en tête? Alors, les clichés que j'avais en tête, un pays très calme, très moderne, vraiment, comme tu dis, à fond sur l'écologie, vraiment exemplaire là-dessus, où tout est propre. Un peu un pays parfait, en fait, honnêtement. Donc, pour moi, c'était waouh, je vais déménager dans ce pays où tout fonctionne. En fait, le système fonctionne, ils sont amoureux de la nature, en prennent soin, etc. Et c'est des gros clichés, et même si une partie est vraie, en fait, il y a quand même c'est pas parfait, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on imagine la Suède un petit peu comme un pays très très clean, hyper organisé, hyper ponctuel, etc. Mais du coup, j'ai hâte de creuser avec toi ce sujet pour savoir si c'est vraiment aussi chouette qu'on se l'imagine. Mais aussi, il y a des clichés qui disent que c'est un petit peu un pays avec des habitants très réservés, qui peuvent être très froids. J'ai entendu un petit peu tout, donc on va avoir le temps d'en parler durant cet épisode. Avant tout, j'aimerais savoir ton histoire et savoir quel a été ton déclic et la raison pour laquelle tu es partie vivre en Suède. Alors, c'est un peu particulier, je crois, dans mon cas, c'est pas un chemin tout tracé, tout droit. J'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup voyagé et à la base, je pensais faire ma vie en République tchèque parce que j'adorais Prague. Et j'ai vécu quelque temps à Prague et j'ai trouvé que c'était pas forcément très sain comme routine. Enfin, en tout cas, la routine que moi j'avais en République tchèque, comment dire, les gens fumaient beaucoup, donc j'ai fumé avec, le vin était pas cher, etc. Et puis, la vie était quand même un peu plus difficile administrativement ou pour rencontrer des gens. Et en fait, j'avais envie de, je ne sais pas pourquoi, comme ça, de pureté, de fraîcheur, et je suis partie en Scandinavie, enfin en Suède, un premier voyage en Laponie, et je suis tombée vraiment comment dire, en admiration devant Ouais. la lumière. En fait, c'est bête à dire parce que c'était un voyage en novembre-décembre, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'était assez particulier d'être en Laponie et d'avoir ce genre de lever de soleil très timide qui se couche très tôt, etc. Et ça a éveillé ma curiosité pour la Suède. Et ça, c'était du coup ton premier voyage en Suède, c'est ça? C'est ça, c'était en 2015, donc ça remonte. Et je sais que tu as étudié avec une petite spécialité du coup dans l'histoire de l'art suédois et norvégien. Est-ce qu'on peut dire qu'avant de voyager, tu avais déjà un petit peu un amour naissant pour la Scandinavie, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est parce que tu as voyagé
et que ensuite tu t'es un peu orientée dans tes études vers ces pays-là? Alors, un peu des 2 en fait, parce que j'avais, fait une licence en histoire de l'art à Lille et j'en avais un peu marre d'apprendre l'espagnol parce qu'il fallait bien apprendre des langues aussi en même temps et je m'étais mise à apprendre le danois alors que j'étais pas, ma curiosité pour la Scandinavie n'était pas énorme à ce moment-là, mais il y avait le danois en option. J'ai pris danois, j'étais catastrophique, 4 sur 20 tout le long de l'année, c'était une horreur. Et après mon voyage en Suède en 2015, j'avais fait un break avec l'histoire de l'art et j'ai repris l'histoire de l'art pour faire un master et j'avais vu notamment une peinture, de Eugen Jansson à Paris, qui est un artiste suédois qui m'avait vraiment, bluffée. Et donc du coup, j'ai décidé de m'intéresser à la Scandinavie en termes, artistiques et j'avais proposé, du coup à mes professeurs de faire un master en fait sur l'histoire de l'art suédois-norvégien dans la période, de fin 19e siècle pour être précise. Et ça m'amène à te poser la question, professionnellement, en Suède, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Est-ce que tu as décidé de t'expatrier dans le pays suite à une opportunité professionnelle ou est-ce que tu t'es lancée un petit peu à l'aveugle? Alors, à la base, l'idée pour moi, c'était d'être en France, de postuler à des tafs en Suède et de déménager quand j'aurais eu décroché un emploi. Mais du coup, en fait, c'était beaucoup plus difficile parce qu'avec un profil histoire de l'art, on n'est pas très recherché. Il y a beaucoup de confusion dans la culture. Si ça avait été dans l'informatique ou ce genre de choses, peut-être. Mais donc du coup, j'avais commencé à avoir des entretiens téléphoniques, mais je ne parlais pas assez suédois pour être, intéressante et la pandémie est arrivée, donc du coup, la question ne s'est plus posée puisque je me suis retrouvée en lockdown, enfin en confinement, Mmh. en Picardie. Donc du coup, cette année de confinement, au final, m'a permis d'apprendre le suédois plus profondément et de réfléchir à un projet un peu plus, comment dire? Stable et du coup, après le confinement, j'ai emménagé en Suède et j'ai commencé à chercher un travail sur place et c'était mieux comme ça, en tout cas, par rapport à mon profil. Est-ce que tu dirais que c'était essentiel, pour toi d'avoir un petit peu appris la langue avant d'arriver ou est-ce que tu parlais aussi peut-être anglais et que ça aide? Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais, aux gens qui ont envie de s'expatrier? Est-ce qu'il faut vraiment apprendre le suédois ou pas? Alors, si les gens veulent s'expatrier, notamment en Suède, j'ai beaucoup d'amis ici qui ont vécu en Suède plusieurs années et ils ne savent toujours pas parler suédois, notamment parce ils n'en ont pas besoin dans leur travail. Je pense à tout ce qui est dans l'industrie du gaming, l'IT, et cetera. Mais c'est vrai qu'avec un profil, comme le mien, comprendre déjà le suédois de base m'a énormément aidée et ça aide énormément pour, les tâches administratives parce qu'il faut quand même se créer une identité administrative dans le pays et on est pris plus au sérieux quand on parle déjà un peu la langue, en fait. J'imagine, oui. Du coup, on le rappelle, ça fait une belle transition pour parler un petit peu administratif. Je sais que c'est pas le sujet le plus passionnant de l'épisode, mais oui, il faut en parler. En tant que Français, donc la Suède fait partie de l'Union européenne, mais elle n'utilise pas l'euro, donc ça peut être aussi un peu déstabilisant. Mmh. Mais en tout cas, en termes de démarche, t'as pas eu besoin de faire de grandes choses en termes de visa, j'imagine. C'était plutôt simple, mais cependant, il faut quand même s'enregistrer et faire Mmh. de numéro personnel, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, moi, je pensais naïvement que ça allait être facile, en fait, de m'intégrer dans la société suédoise, comme ça, parce que c'était «très facile» entre guillemets quand j'étais partie en République tchèque. C'était: «Voici ma carte d'identité, ouvrez-moi un compte en banque» et voilà, ça va, ça fonctionnait. Du coup, je m'étais pas posé de questions là-dessus et en fait, en Suède, on a un numéro qui est très important, qui s'appelle un personnummer. C'est une sorte de numéro de sécurité sociale, mais il sert à tout, tout le temps. Même pour être membre, dans un supermarché et de gagner, comment dire? Quelques réductions, quoi. Et du coup, il a fallu, faire la démarche pour demander un personnummer et pour avoir un personnummer, il faut avoir un emploi, mais pour avoir un emploi, il faut un personnummer. Donc du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et du coup, il faut trouver son premier employeur qui est prêt
à nous employer malgré ce déficit administratif dans notre vie, on va dire. Et ensuite, même si j'avais réussi à trouver un travail sans ce numéro à la base, comment dire, je n'arrivais toujours pas à ouvrir un compte en banque suédois. Et mon employeur, en tout cas qui m'était une petite entreprise familiale, n'avait pas les autorisations pour me verser un salaire sur un compte en banque étranger. Donc, c'était un ami qui recevait mes salaires au début. Voilà. Waouh, ok, donc oui, c'est ça, c'est le serpent qui se mord un petit peu la queue, c'est pas évident, donc finalement, c'est quand même plus simple, on va dire, d'arriver avec déjà un emploi à la clé, histoire Oui. que les démarches soient un peu plus facilitées. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu considères que tu es plus installé, plus intégré, que tu as tout bien comme il faut? C'est bon ou il y a encore des petites démarches qui sont pas trop claires? Alors, pour ma part, maintenant, je pense que ça s'est quand même passé. J'ai ce numéro de sécurité sociale, j'ai un compte en banque, aucun souci là-dessus. Après, ça fait 4 ans et demi que je vis ici et pendant 4 ans et demi, j'ai eu beaucoup de CDD. Donc du coup, ça, c'est quand même, bon, bah, compliqué. C'est-à-dire que tous les 6, 7, 8 mois, hop, rebelote, on est à nouveau au chômage, on recherche un travail, et cetera. Et ça ne va pas en se simplifiant. Même si on a plus d'expérience, même si dans mon cas, ça fait 4 ans que j'ai bossé en Suède et que je parle suédois couramment sans difficulté, le marché de l'emploi en Suède est devenu très compliqué. On est La Suède est quand même un des pays avec le plus haut taux de chômage en Europe en ce moment. Donc là, j'ai trouvé un travail qui est quand même un CDI saisonnier, donc c'est particulier. Donc j'estime que oui, ça va beaucoup mieux. Bon, en tout cas, tu as bien du courage de t'accrocher. J'imagine que la Suède doit avoir son charme qui fait effet pour que tu y restes. Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de nous parler qui font que, voilà, culturellement, tu t'y sens bien et que tu as trouvé certainement un bon équilibre de vie? Alors moi, ce qui me plaît le plus en Suède, c'est l'accès à la nature et à une nature qui est vraiment assez vierge d'une certaine manière. Au tout début, j'habitais au sud de Stockholm, un peu dans les banlieues, on va dire à 20 minutes en RER entre guillemets du centre, et j'étais très proche d'une réserve naturelle, par exemple avec un lac. Et ça, je trouvais ça génial. Là, aujourd'hui, c'est pareil, j'ai déménagé dans une petite ville et il y a des grandes forêts tout autour de moi. Donc déjà, pour moi, c'est ça, c'est cet accès à la nature, le calme en général et le fait que chacun respecte la bulle de l'autre. Il y a aussi beaucoup moins de critiques. Je sais que, bah, en France, on a ce côté un peu râleur, ce côté Oui, juge assez facilement, etc. Et du coup, là, c'est beaucoup plus ils prennent beaucoup plus de pincettes ou alors ils sont beaucoup plus ouverts à la différence. En tout cas, c'est c'est ce que je ressens. on reviendra sur ce point. J'ai quand même une question par rapport à l'endroit où tu as déménagé. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de géographiquement où est-ce que tu te situes en ce moment? Alors, pour faire simple, les 3 premières années, j'étais à Stockholm, assez basique. Du coup, ensuite, j'ai déménagé en Scanie, donc le sud de la Suède, près de Malmö, notamment pour être avec mon partenaire. Et puisque je recherchais un emploi et que ça mettait du temps, j'ai dû commencer à chercher un emploi dans toute la Suède, mais vraiment dans toute la Suède. Et j'ai trouvé un travail qui m'a plu dans la région qui s'appelle Östergötland. Alors je sais, c'est pas facile quand on parle pas suédois. Östergötland, c'est la région qui est entre, comment dire, deux grosses villes, Jönköping et Linköping. C'est une région très boisée, entre quasiment à mi-chemin entre Malmö et Stockholm, un peu plus vers Stockholm. Aujourd'hui, j'habite à Boxholm et je travaille dans un tout petit village qui s'appelle Malexander. Et quand j'explique aux gens, surtout à ceux qui ont plus de 40 ans, que je travaille à Malexander, ils me regardent avec des yeux assez effrayés parce qu'ils pensent au double meurtre de néo-nazis qui s'étaient enfuis d'une prison dans la région et qui ont tué 2 policiers à Malexander. Donc du coup, le village dans lequel je travaille, qui est pourtant très idyllique, est réputé pour ce meurtre assez glauque. Enfin, ce double meurtre assez glauque.
petit village idyllique, mais avec un passé pas très très beau, pas très très propre, mais bon, écoute, Voilà, il fallait bien une petite Française pour avoir le courage d'y aller. c'est ça. Moi, j'étais pas au courant j'avais jamais entendu parler de cette ville-là avant. OK. Et pour reprendre un petit peu le sujet précédent, ça m'intéresse de savoir, est-ce que c'est facile de s'intégrer en Suède ou pas? Je veux dire, ça dépend. Pour moi, c'était très facile dans le sens où j'avais commencé à visiter la Suède quand je faisais mon master, donc j'avais la vingtaine, et cetera et j'adore le métal, la musique métal. Donc du coup, je suis allée dans des bars spécialisés dans la musique métal et pour moi, c'était très facile de rencontrer des gens, de me faire des amis dans ce genre d'endroit, en fait. Parce que bon, bah, ils ont un peu bu, ils parlent plus facilement, et cetera, et cetera. Mais par contre, je sais que beaucoup de gens ont du mal à rencontrer des Suédois parce qu'ils les trouvent très réservés. Donc en fait, j'ai envie de dire, si on est un peu dans certaines niches musicales, certains, clubs assez spécifiques, peut-être que ça peut être un peu plus facile. Ouais, si tu arrives à trouver un endroit où tu as des gens qui ont des centres d'intérêt communs, peut-être que c'est plus facile. C'est un petit peu cliché, évidemment, c'est un peu comme partout. Mais OK, est-ce globalement, tu es quand même assez d'accord avec cette idée du Suédois peut-être un petit peu froid, pas facilement abordable, quoi? Oui, oui et non, c'est vrai que en fait, il va y avoir des difficultés parfois à faire des conversations qui vont durer, parce que les gens donnent des réponses assez courtes et on le retrouve même dans la littérature, dans la longueur des phrases. En français, par exemple, on va faire des phrases très longues. Ils peuvent faire une phrase, peut faire un paragraphe, alors qu'en Suède, elles sont vraiment très courtes. Du coup, j'ai tout de suite, remarqué, cette manière de communiquer qui est différente, en fait et donc du coup, on est plus, portés à avoir des conversations, courtes qui s'éteignent assez vite, en fait, en Suède. Courte, mais finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant, c'est plus concret, ça va droit au but ou est-ce que ça reste des small talk? Alors justement, on a beaucoup parlé de ça avec mon copain qui est professeur de langue et qui a aussi habité dans un autre pays. Et il me dit souvent que la langue suédoise est une langue pratique. Elle est là pour, communiquer des informations essentielles, pour aller droit au but, Ouais. pas pour faire dans la fioriture. Bon, bah, voilà, au moins. On pense que la Suède est une société, très égalitaire, notamment entre hommes et femmes. C'est aussi évident dans la vraie vie? Alors, c'est vrai que je trouve en tout cas, je me sens mieux en tant que femme en Suède qu'en France. Par exemple, si je prends le harcèlement de rue, j'en ai jamais souffert en Suède par rapport à la France, par exemple. Les soins, par exemple, gynécologiques pour les femmes sont pris en charge, sont gratuits, sont très faciles d'accès. Comment dire? Si je me connecte sur mon ordinateur, j'arrive à prendre un rendez-vous pour la semaine prochaine, alors qu'en France, il me fallait 6 mois d'attente, par exemple, ce genre de détails. Donc du coup, je dirais que oui, il y a un peu plus quand même d'égalité, mais surtout, comment dire? De respect pour la femme, au final et puis, comme on sait, la Suède est championne dans les congés maternité. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est assez, cliché aussi. J'en avais pas mal entendu parler. Comme quoi, en Scandinavie, d'une manière, générale, ils offrent, aux parents un chouette, et long congé, paternité et ça, c'est vraiment, vraiment important. Tu as parlé de sécurité, c'était un peu ma prochaine question. Est-ce que c'était le cas également à Stockholm ou pas? De sécurité, ah oui, Ouais, quand tu es 3 ans. remontée. Ouais. Non, j'ai vécu 3 ans à Stockholm et j'ai jamais eu de soucis ou jamais eu de problèmes dans la rue. Parce qu'en France, je savais que dans certaines grandes villes où j'ai habité, Rennes, Lille et cetera, c'est cliché, mais rentrer tard le soir chez soi, par moment, je me sentais pas forcément, très à l'aise. En parlant de rentrer chez soi, est-ce qu'en termes de logement, tu dirais que c'est facile de s'installer, de trouver un chez soi? Non. J'ai eu beaucoup de chance au début. Quand j'ai emménagé à Stockholm, j'étais arrivée à Stockholm pour faire des repérages et comment dire? J'avais trouvé une petite maison en bois de 30 carrés dans le jardin de quelqu'un, en banlieue et il m'avait accepté tout de suite, moi et mes 2 chats français, tu vois? Et du coup, ça c'était génial quoi, parce que moi il me fallait comment dire? Un jardin, de la verdure pour, mes 2 animaux quoi.
Et du coup, je m'étais pas trop posé de questions. Mais par contre, quand j'ai dû rechercher un appartement en Scanie, en fait, je me suis rendu compte que non, le marché de l'immobilier, enfin, la location est assez horrible en général et que j'avais eu juste un gros coup de chance au début, quoi. Ok, mais après c'est comme tout, j'imagine aussi que si t'as déjà un travail, c'est plus facile de trouver un logement, etc., etc. C'est un peu Oui, plus... ça. Tu t'es accroché comme quoi ça fonctionne quand on s'en donne les moyens. Oui, alors en fait, par exemple, il y a un système très particulier en Suède, c'est un système de points. C'est-à-dire que tu t'enregistres sur la liste d'une région, par exemple Stockholm, la Scanie, etc. Et en fait, plus tu as d'années, plus tu as de points sur cette liste et plus tu es prioritaire pour les logements. Et par exemple, mon copain en Scanie, il avait 6 ans de points, on n'arrivait pas à avoir un logement qui nous correspondait. Donc du coup, c'était pas terrible. Je sais que si tu es à Stockholm et que tu as 20 ans de points, c'est toujours difficile. Alors que là, la région où j'habite actuellement, j'ai fait mon inscription sur la liste une semaine avant et j'ai eu un logement direct parce que personne ne cherche de logement ici. Donc du coup, ça dépend énormément de où tu es en fait. Ok, on va parler un petit peu coût de la vie maintenant. Au quotidien, est-ce que tu ressens une vraie différence de prix par rapport à la France? C'est une bonne question parce que ça fait ça fait quand même, enfin 4 ans, 4-5 ans que j'ai déménagé donc du coup, ce qui m'avait choqué, je pense que c'était les prix alimentaires. Ça va quand même beaucoup être plus cher pour, surtout fruits et légumes frais, évidemment, j'ai envie de dire, parce qu'on importe de plus et de plus loin. Niveau logement, ça va énormément dépendre aussi, comment dire, de ta région. Là, je sais que vu que je suis dans une région qui n'est pas très, populaire, pas très en vogue, du coup, ça me coûte beaucoup moins cher. Et par contre, il y a des logements très, très, très chers près des grosses villes, évidemment. Ensuite, s'il y a certaines choses qui vont être plus chères en général, parce qu'en fait, il y a beaucoup de systèmes d'assurance. Donc, du coup, tu souscris à des assurances beaucoup plus souvent en Suède qu'en France. Hmm, ok. Est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent et qui ont envie de s'expatrier en Suède? Est-ce que tu aurais un conseil général à leur donner? La persévérance. Voilà, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vrai que au tout début, ça m'a pris environ 7 mois pour devenir quelqu'un administrativement parlant et ça peut paraître très long et très laborieux et c'est vrai que, par exemple, dernièrement, il m'a fallu, candidater à plus de 160 emplois pour en trouver un dans toute la Suède. Donc du coup, il y a ce genre de choses où on pense à la base que, oh, ça va être plus facile parce que c'est un pays où il y a moins d'habitants, par exemple, que les ressources sont peut-être du coup mieux distribuées, mais en fait non, il faut beaucoup, beaucoup de persévérance pour se faire une place, pour tout gérer, tout bien harmoniser. Mais ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut le coup, oui, ben, après, moi j'aime bien ma vie ici, donc oui. Mais attends, on va passer maintenant à la petite interview dans l'interview. Audrey, quel est ton endroit préféré au monde? Mon endroit préféré au monde, je pense que il y avait des lacs au nord-est de l'Islande, avec beaucoup de soufre et de gaz et j'avais adoré, c'était tellement, majestique, j'ai complètement oublié le nom, mais c'était magnifique. On va garder le souvenir en tout cas, c'est le plus Oui, important. voilà. Les noms islandais, c'est jamais évident. Quelle a été ta meilleure découverte culinaire en Suède? Alors, moi, c'est surtout les pâtisseries suédoises, c'est ce que je préfère. Donc ce qui est, cannelbullar, c'est-à-dire les les roulés à la cannelle, qu'ils font beaucoup et les lussekatter, c'est des pâtisseries au safran, qui arrivent au moment de Noël. Voilà, je trouve que c'est ça, ils font beaucoup de pâtisseries à la cannelle et au safran et ça me plaît beaucoup. Ok, ah, au safran, je savais pas. À la cannelle, c'est assez connu, mais au safran, je savais pas. Ok. Ah, mmh. Et à l'inverse, quelle a été ta pire découverte culinaire suédoise? Alors, j'en ai pas eu d'horrible. Beaucoup de Français, j'imagine, crieraient au surströmming, qui est, du hareng fermenté en boîte de conserve. Mais oui, voilà, qui est connu pour avoir une odeur vraiment horrible. Mais pour ma part, je n'en ai jamais mangé et je n'en mangerai jamais puisque je suis végétarienne, donc du coup, j'ai évité, cette chose.
Mais sinon, disons que j'ai juste été déçue par certains produits comme, ils ont une boisson de Noël qui s'appelle le Yule Must. Ils en font un grand pataquès et j'ai goûté, j'ai fait: «Oui, bon, c'est un peu du coca pas très bon, mais voilà». Ok. Je devrais pas dire ça parce que si retrouvé l'enregistrement, j'aurais jamais ma citoyenneté, donc voilà. Non, tu vas te faire taper sur les doigts. Et pour finir, as-tu une anecdote liée à ton expatriation en Suède à nous raconter? Oui, à un moment, je me suis demandé vraiment ce que je faisais là, dans le sens où j'étais partie, vers Salén, qui est une ville connue pour, sa station de ski. Et j'étais partie, par là toute seule parce que j'avais pas d'amis suédois qui faisaient de snowboard ou de ski et je me suis retrouvée sur un grand plateau enneigé, glacé, avec énormément de vent, vraiment un horizon très plat où on voyait pas la fin. Ma chaussure, enfin la semelle de ma chaussure s'était complètement décollée. Il a fallu que je trouve un refuge, que je vole une sorte de corde à linge pour, l'enrouler autour de ma pauvre chaussure et réussir à finir ce périple, comment dire? Dans la glace et dans le vent, voilà. Et là, je me suis demandé: «Mais pourquoi j'ai choisi ce pays, en fait? C'est pas agréable». Et tu survis aux températures? Je t'ai même pas demandé, mais ça va? Oui, bah, oui, après, ce qui est rigolo, en fait, c'est que j'ai un copain suédois qui est très, très frileux. Je n'arrête pas de lui dire que oui, mais si on va plus dans le nord, le froid sera plus sec, donc c'est plus, Hmm, facile c'est de vrai. comment dire? De s'habiller contre ça. Alors que, là où j'ai eu le plus froid, c'est vers Malmö, là où c'est très humide, il pleut beaucoup, il y a du énormément de vent et là, c'est une horreur et j'avais beaucoup moins froid en Laponie, quoi. Ok, ah, c'est bon à savoir. En tout cas, bah, merci pour ton témoignage, Audrey. On arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup. Merci à toi et merci, pour ton temps. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!